d'infertilité et vous allez voyager dans le temps. Il y a des choses qu'on ne fait plus, qu'on fait. C'est un voyage. Merci beaucoup, Monsieur Gonzalez. C'est moi qui vous remercie de m'inviter encore. Écoutez, oui, on va beaucoup voyager et vous allez voir que vous savez que l'imbécilité, elle est immense et que les humains, ils ont la grande vertu d'avoir un cerveau tellement développé on est tous capables d'imbécilité. Vous allez voir qu'aujourd'hui encore, on fait beaucoup d'imbécilité et on dit beaucoup d'imbécilité et donc on va commencer par quelque chose qui va, j'espère, vous amuser. Voilà, pour vous, c'est un ovaire que vous connaissez déjà. Vous voyez ça en échographie. Très bien. Eh bien, on va faire un rétropédalage et on va partir en 1670. Et qu'on fait un rétropédalage de 350 ans. Il y a 350 ans, on disait les femmes ont des testicules. Les hommes ont des testicules, les femmes ont des testicules. Sauf que quand on voit ça, on dit peut-être que c'est pas ça du tout. Et grande découverte, je ne vous parlerai pas aujourd'hui de Sténon, qui est un homme absolument extraordinaire. C'est lui qui a découvert des tas de choses. Tous les ans, il travaillait un an sur un sujet. Au bout d'un an, il faisait une découverte. Bon. Et donc lui, Sténon, il s'est dit, mais les animaux, les mammifères, ils pondent des œufs. Et donc finalement, les femmes, ben, elles pondent des œufs. Et donc en 1672, Monsieur de Graff, que vous connaissez, hein, le follicule de Graff, Monsieur de Graff, et ben, il ouvre un ovaire et dit mais il y a des œufs. Et donc, si on regarde bien même, qu'est-ce qu'on trouve dans l'œuf? Mais on trouve un petit homme. C'est-à-dire, vous savez, on vous dit toujours l'œuf est dans la poule et la poule est dans l'œuf. Donc c'est la même chose, hein, c'est-à-dire que le petit homme, il est dans l'œuf, et finalement, l'œuf, il va dans l'utérus il couve, et puis 9 mois plus tard sort un enfant. Donc à quoi ça sert un homme? À rien. Finalement, peut-être à faire pondre la femme. Hein. Mais toujours est-il qu'il va y avoir cette théorie qui s'appelle ovisme. Et pourquoi ça s'appelle ovaire? Mais parce que c'est un testicule qui pond des œufs. Donc ovum en latin. Donc maintenant, les femmes, elles n'ont plus des testicules, elles ont des ovaires. Nous sommes en 1672. 5 ans plus tard, un homme qui n'a rien à voir encore avec la science. Il est drapier. Mais dans le fond de sa boutique, il fait des lentilles et il regarde tout ce qui est petit, etc. Ça l'amuse beaucoup. Et il avait un chien. Bah, il a regardé dans la semence de son chien si on ne pouvait pas voir quelque chose. Il a vu des choses qui bougent. Et il a fait des expériences chez l'homme. Il y a de fortes présomptions de penser que chez les hommes, c'est surtout lui qui a voulu essayer d'étudier si on voyait quelque chose dans sa propre semence. Et il a vu des choses qui bougent. Donc on a appelé ça des animalcules. Et alors il y a des gens malveillants qui sont allés aussi loin que les ovistes en disant mais les ovistes disent que le petit homme il est dans l'œuf. Mais regardez, dans la tête de l'animalcule, on voit un petit homme. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a un animalcule qui est couvé dans l'utérus de la femme. Finalement, à quoi ça sert la femme? À couver l'animalcule de l'homme. Donc finalement, on peut faire des enfants avec des hommes. Si on mettait à couver dans un incubateur, ça suffirait peut-être dans un four. Donc voilà, on est en 1677. Heureusement, les humains ne lisent pas les journaux scientifiques. Il n'y en a presque pas. Heureusement, parce que sans ça, ils auraient arrêté de procréer. Alors les sages-femmes, heureusement, elles étaient là. Elles disent non, non, il faut accoucher, pour avoir des enfants, il vaut mieux avoir des rapports physiques. Vous trouvez ça débile? Peut-être. Mais ça va durer plus de 100 ans, cet affrontement entre les deux théories. Ça va durer plus de 100 ans et de plus en plus, on va croire à l'ovisme. Parce que l'ovisme, ça rejoint mieux les idées des religieux. Et donc, il va y avoir, à la fin du XVIIIe siècle, il va y avoir l'abbé Spallanzani. Donc c'est un abbé, ça peut vous surprendre, comment se fait-il qu'un abbé fait de la science? Mais
En général, il fallait toujours faire de la théologie avant de faire d'autres spécialités. Donc l'abbé Spallanzani, de ce point de vue-là, il n'est pas original. Il a fait des études de, théologiques, et puis il veut faire de la science, et puis, eh bien, sa chienne, elle est vierge, il se dit, est-ce que je pourrais pas avoir des chiots? Et il va utiliser évidemment la semence d'un mâle, et puis il va l'injecter dans les voies génitales avec une seringue, et il va obtenir des chiots. Il a fait la première insémination chez l'animal. Vous pourriez dire, ça y est, il a démontré qu'il faut les deux. Il faut les deux, il est religieux. Donc il va se rétracter en disant oui, enfin c'est vrai que j'ai mis de la semence de chien, mais c'était tellement dilué cette semence de chien que finalement je suis pas sûr que c'est joué un rôle vrai. Donc vous voyez un petit peu, c'est absolument incroyable et c'est ce mélange entre la science et on va dire la morale. On en est déjà là. Alors en 1791, il y a un monsieur qui essaie d'avoir des enfants et qui va essayer de demander à Monsieur Hunter, qui est un chirurgien anglais très réputé, des conseils. Parce que, bon, tout le monde connaît ce qu'a fait Spallanzani sur les chiens, mais est-ce qu'on peut faire ça sur l'humain? On n'en saura rien. On saura simplement qu'il va y naître un garçon, mais cet homme, pourquoi réclamait de l'aide? C'est parce qu'il avait un hypospadias. Dans l'hypospadias, la verge est coudée, donc vous voyez, c'est difficile d'avoir un rapport physique. Et puis, l'orifice urinaire et génital, il n'est pas du tout à l'extrémité du gland, comme vous voyez là. Donc, il faut trouver un système pour pouvoir mettre le sperme dans les voies génitales féminines. Donc, il a demandé des conseils. En réalité, on ne va rien savoir de tout cela. Parce que quand il sera mort, Hunter, c'est son gendre qui va un jour écrire un article sur les malformations génitales des chiens. Et dans cet article sur les malformations génitales chez les chiens, il y a 20 lignes en disant oui, enfin il y a eu, il y a quelques années, sur les conseils de Hunter, de John Hunter, une insémination qui a réussi avec un garçon qui est né. Mais pourquoi on n'en parle pas? Parce que moralement, c'est totalement incorrect. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'au XIXe siècle, eh bien, il va y avoir des gynécologues accoucheurs qui vont se mettre à faire, dans des cas particuliers, des tentatives d'insémination. Et il y a une thèse, par exemple, de Giraud qui annonce, dans les années 1840, qu'il a fait une trentaine d'inséminations réussies. Je peux vous dire que c'est absolument incroyable, puisqu'on ne savait pas quand est-ce que la femme ovulait. Donc il faisait forcément plusieurs inséminations au cours du cycle. Et puis, vous voyez qu'on est encore coupable, puisque qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit qu'il y a une femme qui a eu un enfant, et puis à 4 ans, cet enfant, il a fait une diphtérie, il est mort, et finalement, fallait s'y attendre, fallait bien que Dieu punisse cette femme. Donc vous voyez quelle ambiance. Et on a la même chose là, un deuxième cas où il explique qu'il a proposé une insémination parce que c'était un homme qui avait un hypospadias. Donc on fait des inséminations, mais ce sont quelques médecins seulement qui pratiquent, en sachant qu'ils culpabilisent beaucoup. Pourquoi on discute de tout cela? Parce qu'en 1850, maintenant on sait, on a fait des expériences chez les lapins, on sait que pour obtenir des embryons, il faut une rencontre de l'ovule, parce qu'on a enfin découvert l'ovule, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que dans l'œuf, il y avait un ovule, que c'était une cellule, et puis il y a une espèce de truc qui bouge, qui est tout petit, qui est autour. Les gens se posent une question, est-ce que ces petits animaux, est-ce que ce sont pas des parasites du sperme? C'est-à-dire que les gens malades, ils ont ce truc-là qui circule dans la semence. Parce que comment voulez-vous imaginer que, vu la différence de taille, comment cette petite bête peut servir à faire évoluer cet ovule?
hein, peut-être en le chatouillant. Parce qu'il y a des gens qui pensent que la chatouille, c'est important. D'ailleurs, s'il y a du plaisir au cours des rapports sexuels, c'est cette chatouille qui joue sûrement un rôle et qui déclenche l'évolution de l'œuf. Donc, voilà la question. Et en plus, je vous dis, on ne sait pas à quel moment il faut faire l'insémination. Alors, en 1875, il y a Erdvig qui fait une grande découverte. Il est en Corse, dans les eaux claires de la baie d'Ajaccio, et là, il étudie les oursins, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit cet animalcule, maintenant l'animalcule, on l'appelle spermatozoïde. Hein. Avant, spermatozoïde, ça veut dire l'animal dans le sperme. Zoo, vous connaissez un zoo, zoologie, c'est animal, et sperme, non. Donc il y a un animal dans le sperme, on l'appelle spermatozoïde, non plus animalcule. Mais il constate qu'un seul spermatozoïde suffit pour faire évoluer cet ovule. Donc il décrit la fécondation chez l'oursin. Est-ce que c'est comme ça dans les autres espèces animales? Ça va être le point de départ et on va assez rapidement comprendre comment se passe la fécondation. Mais pour faire des jumeaux, il faut peut-être 2 spermatozoïdes, des triplés, 3 spermatozoïdes. Enfin, on ne connaît pas encore la génétique et les chromosomes. Alors, il y a un monsieur très fier qui s'appelle Gérard, qui a été un militaire et qui, sur le tard, a fait médecine, il a une quarantaine, et il est très fier de faire des inséminations en ville. Hein, c'est-à-dire qu'il a un cabinet et puis il a des réussites au point qu'il veut soutenir une thèse sur l'insémination. Il est soutenu par le doyen de l'époque, qui est un accoucheur, mais finalement, ça déplaît énormément sa soutenance de thèse. Ça déplaît parce que il est très fier de ce qu'il dit et moralement, c'est pas correct. Et par conséquent, eh bien, on va lui refuser sa thèse. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est-à-dire qu'il sera médecin, il sera docteur en médecine 2 ans plus tard parce qu'il aura fait une thèse sur l'ulcère de l'estomac. Mais l'insémination, non. Donc il est tellement écœuré qu'il jette son manuscrit et finalement, il va y avoir une récupération des documents. Finalement, il va y avoir édition, mais clandestine, de ce bouquin qui est très illustré et qui a eu plusieurs versions qui sont très drôles. Alors, on est finalement à la fin du 19e siècle. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout cela? Alors, on peut dire que les inséminations, la première réussite, c'est 1791, qu'on a continué à en faire, que l'indication, au départ, c'était l'hypospadia, c'est logique, mais alors il y a des médecins qui ont dit oh, écoutez, votre femme a mauvaise haleine, ce serait mieux de faire une insémination. Donc, vous voyez, il y a des choses, des indications très fantaisistes qui sont apparues. Il y a eu l'ovulation provoquée par la Lune. Vous voyez, bon. Donc, quand est-ce que la femme est féconde? On n'en sait rien du tout. On pensait qu'il y avait un rapport avec les règles, parce que où est les semences de la femme? Hein, l'homme, c'est clair, mais la femme, c'est quoi sa semence? Est-ce que ce sont les règles? Est-ce que ce sont les pertes? Est-ce que c'est la glaire cervicale? Bon. Et puis, il va y avoir donc, les médecins très sûrs d'eux vont interroger le Saint-Siège en disant est-ce qu'on peut continuer à faire des inséminations intraconjugales? Réponse du Saint-Siège, niet. Enfin non, en Russie ce serait niet, mais non licet, en latin. Non, c'est interdit. Et évidemment, à chaque fois en médecine qu'on interdit quelque chose, il y a toujours quelques pionniers qui disent oui, mais. Et aux États-Unis, on va se mettre à faire des inséminations avec sperme de donneur. Qu'est-ce qu'un bon donneur? On voit qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes dans la salle, mais les femmes, c'est forcément le sperme d'un étudiant en médecine. Parce qu'un étudiant en médecine, c'est forcément intelligent, brillant et beau. Bon, eh bien, donc on va prendre le sperme du meilleur étudiant en médecine et on va donc faire une insémination à cette femme. C'est pas plus moral. Donc on va un petit peu, comme on dirait dans le Midi, escagasser cette femme. Alors on va lui donner un peu de chloroforme, elle va être un petit peu dans les vapes
et puis on va faire l'insémination. Et c'est donc comme ça que va démarrer l'insémination avec donneur. Donc ça démarre aux États-Unis, tandis que dans les pays occidentaux, en Europe occidentale, on arrête de faire des inséminations, du moins officiellement. Alors apparaît la génétique en 1900. Bon, il y a une différence entre les hommes et les femmes en matière de chromosomes, mais on n'y comprend pas grand-chose sur comment on devient garçon, comment on devient fille quand on est fœtus. Et puis, on étudie les hormones. Alors, l'hormone testiculaire, c'est très simple, on l'a découverte, elle est unique. Bon, eh bien, en 1923, on va étudier l'hormone de l'ovaire, et voilà, on a découvert, c'est bon, c'est l'œstrone. Mais quelque temps plus tard, on s'aperçoit que la femme, elle a deux hormones. Et donc là, on ne comprend plus très bien, parce que la femme a à la fois de la folliculine, donc qui correspond aux œstrogènes aujourd'hui, et puis, elle a aussi une autre hormone qu'on appelle la progestine. Et vous voyez, pour pouvoir faire des études hormonales à cette époque-là, eh bien, il faut de la matière première. Donc, regardez, pour obtenir 1 kg d'œstrone, il a fallu 700 tonnes d'urine de jument. Et vous voyez que maintenant, pour avoir de la progestine, 12 mg, il a fallu 600 kg d'ovaires de truie. C'est-à-dire que les gens allaient aux abattoirs, et puis voilà, de l'ovaire, de l'ovaire, de l'ovaire, et donc 50 000 animaux. Et donc, c'est à partir de ces extractions, ce sont d'ailleurs surtout l'école allemande qui est très forte en chimie à cette époque-là, on commence à identifier ces hormones, mais les identifier, ça ne veut pas dire connaître leur structure. On va bientôt connaître les structures, mais avant de connaître les structures, on a fait une grande découverte. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu, au début de ce XXe siècle, on s'est aperçu que les femmes, elles ont de la fièvre, et il y a même une célèbre étudiante en médecine française qui a fait une thèse sur pourquoi la femme, elle a de la fièvre pendant 15 jours chaque mois et qu'elle ne devient pas tuberculeuse. C'est-à-dire qu'elle a pris sa température pendant 6 ans et elle n'est toujours pas tuberculeuse. Et bon. Donc, il y a quelque chose à comprendre. Et donc, il va y avoir à ce moment-là une prise de conscience qu'il y a peut-être un lien avec l'ovulation. Et c'est-à-dire que la progestérone, dans la deuxième partie du cycle, eh bien, ça donne une augmentation de la température. Et ce sont, avec des manières différentes, je ne veux pas détailler, c'est à la fois Ogino, un japonais, et puis Knos, qui vont découvrir que finalement l'ovulation, ça se passe au milieu du cycle et qu'il y a donc après l'ovulation cette période où il y a le corps jaune. Donc maintenant, on sait quand est-ce que les femmes ovulent. Et on commence à fabriquer des hormones artificielles. Les biochimistes font des progrès et parmi les produits nouveaux, eh bien, il va y avoir le fameux distilbène. Le distilbène, il servait à quoi? C'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait des femmes qui n'arrivaient pas à garder leur grossesse. Et donc, on s'est dit, si elles ne gardent pas leur grossesse, c'est parce qu'elles ont une insuffisance d'hormones. Donc, il faut inventer des hormones qui vont permettre le maintien des grossesses. Et c'est comme ça que le distilbène va être inventé, et ça va être très longtemps après qu'on saura les effets néfastes du distilbène. Donc si on fait le bilan de 1900-1950, je passe, vous avez compris, on a fait des extraits hormonaux, et puis on a fait ensuite des synthèses chimiques d'hormones, et finalement on s'aperçoit que si on veut faire changer de sexe quelqu'un, c'est très facile. Un homme, on lui donne des hormones féminines, etc. Donc finalement, qu'est-ce qui détermine le sexe? Ce sont les hormones. On ne croit pas du tout aux chromosomes. Et quand on veut savoir pourquoi un couple n'a pas d'enfants, on fait parfois des spermogrammes. Parfois, on trouve que le spermogramme est très très mauvais. En général, on fait un lien avec les oreillons. Parce que dans les oreillons, il y a souvent des douleurs testiculaires, surtout chez les ados. Chez les jeunes enfants, non, mais à cause de cela, on fait une relation et on se dit, quand on a eu les oreillons, eh bien, on risque de devenir stérile. Voilà.
Il faut attendre 1955-59 pour s'apercevoir qu'il y a un lien entre les chromosomes et puis la nature de la gonade. Et donc, on voit que dans le syndrome de Turner, qui est découvert en 59, eh bien, il y a des ovaires, mais c'est des bandelettes, mais ce sont des femmes. Et dans le Klinefelter, ce sont bien des hommes. Donc, on fait une relation, cette fois-ci, entre la stérilité et les anomalies chromosomiques. Avec, en 70, on va faire des progrès supplémentaires parce qu'on va voir apparaître des bandes au niveau des chromosomes. Pendant longtemps, on va faire une confusion entre ces bandes et les gènes parce que dans la drosophile, chaque bande correspond à un gène, mais c'est une profonde erreur, hein. Chaque bande, comme vous le savez, représente en fait plusieurs gènes. Et en tout cas, c'est très important parce que on voit encore des gens en 2023 qui confondent chromosomes et gènes, hein. C'est-à-dire, faites attention, quand vous dites génétique, ce sont les gènes, quand vous dites chromosomique, ce sont les chromosomes. Donc on a découvert qu'il y a des anomalies chromosomiques qui ne sont pas liées du tout au nombre, mais liées à des remaniements qui entraînent des stérilités. Alors, quand on fait le bilan 50-75, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris seulement en 90 qu'il y avait un gène déterminant pour que dans l'embryon, il y ait la gonade qui se différencie en testicules. On a aussi, en 49, il y a eu un accident de laboratoire, c'est-à-dire qu'il y a un chercheur qui travaillait sur le coq et qui a congelé des spermatozoïdes de coq un vendredi, et il a complètement oublié d'arrêter les choses en partant. Il est parti en week-end, et le lundi, il se dit, oh là, mon coq, mon sperme de coq, il décongèle et les spermatozoïdes sont vivants, ils bougent. Donc on a découvert que finalement on peut, en utilisant le glycérol, congeler la semence de coq. On fait des essais chez l'humain, ça marche aussi. Et donc il va y avoir la première naissance en 1953 d'un enfant qui a été conçu avec du sperme congelé, décongelé. Et puis donc, il va y avoir la naissance des sécos. Je passe, vous allez avoir des cours là-dessus. Et puis, si on est par exemple dans les années 70, dans les années 70, vous avez un couple qui vient vous voir parce qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Qu'est-ce que vous pouvez lui proposer? Vous lui faites un certificat comme quoi ils sont stériles. Ça va leur permettre d'adopter. Vous avez des gens qui publient le fait que si on ajoute de la caféine sur le sperme, ça réveille les spermatozoïdes, ils se mettent à bouger. Mais vous pouvez publier ça dans des revues américaines, hein. Vous êtes, c'est formidable, hein. Bon, vous voyez les âneries. Vous ne dites pas quand même aux hommes stériles, buvez du café. On préfère mettre ça directement sur le sperme. Et puis quant à la chirurgie des trompes, elle a un succès relatif, hein, ça marche rarement, et il y en a beaucoup, des stérilités féminines liées à des obstructions tubaires. Ce sont des séquelles souvent de tuberculose ou, comme aujourd'hui, notamment les chlamydiés. Mais malgré l'apparition des antibiotiques, parce qu'avant, on faisait de la chirurgie tubaire, dans les années 30-35, c'était catastrophique parce qu'on n'avait pas les antibiotiques. Mais là, malgré les antibiotiques, on n'a toujours pas tellement de résultats. Donc je passe les sécos, la fécondation in vitro, vous savez ça par cœur, vous aurez des cours. Donc vous savez que la FIV, bon, elle est née en compétition entre les Anglais, les Australiens, mais c'est surtout Edwards qui a voulu réussir à obtenir la réussite de la fécondation in vitro, avec Steptoe, lui, qui faisait des célioscopies. Mais personne ne croyait vraiment à tout cela, sauf un Français qui avait réussi la première fécondation in vitro chez la Lapine, qui était Thibault. Et un jour, je me suis retrouvé dans un bus avec Thibault, qui me dit Gonzalez, je ne comprends pas du tout, les médecins qui sont des nuls en sciences, ils arrivent à faire des fécondations in vitro, et nous qui sommes très forts avec les animaux, on n'y arrive pas. Donc, si vous voulez, étonnamment, il a été beaucoup plus facile de réussir la fécondation in vitro chez l'humain que chez les animaux. Ce qui vous montre que quand on passe d'une espèce à une autre, eh bien, on peut avoir des grandes différences. Alors, Monsieur Jones, il avait
il a travaillé la fécondation in vitro, mais parce que Edwards était venu chez lui. Donc on a vraiment 3 pays qui à cette époque-là deviennent très forts, 4 pays pardon, qui deviennent très très forts en fécondation in vitro, l'Angleterre, l'Australie, la France, l'USA. Et puis c'est le concours à celui qui va être le meilleur, et donc on va stimuler les ovaires, et les Australiens ils stimulent tellement les ovaires qu'ils annoncent triomphant qu'il y a naissance de sextuplés, d'octuplés, etc. On ne dit pas 15 jours plus tard qu'il y a 8 morts. C'est donc assez catastrophique, et au départ aussi, on fait des célioscopies pour faire les prélèvements d'ovocytes, alors que ensuite, ce sera par écho et transvaginal. Et puis en 84, il y a un Californien qui, lui, invente le gift. Alors le gift, vous savez qu'en anglais, gift c'est le cadeau, mais c'est loin d'être un cadeau. C'est G pour Gamete in Introduction Fallopian Tube. Donc si vous voulez, c'est tube. C'est donc là, on met les spermatozoïdes et les ovocytes dans la trompe. Quand une femme a une trompe perméable et pas l'autre, dans la trompe perméable, on va mettre tout ce monde-là en disant débrouillez-vous. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? Les femmes se retrouvent avec des grossesses multiples. Ou bien, s'il n'y a pas de grossesse multiple, ce qui peut arriver aussi, c'est que cette trompe qu'on croyait perméable, elle ne l'est pas, et les femmes se trouvent avec des grossesses extra-utérines. Donc il faut à ce moment-là les opérer et enlever la trompe qu'on croyait saine. Donc vous voyez, le gift, c'est encore une catastrophe, mais on va en parler pendant encore quelques années. Évidemment, aujourd'hui, c'est fini. Donc les ovaires hyperstimulés, c'est très bien, mais ovaires hyperstimulés, ça veut dire beaucoup d'embryons. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va remettre tous ces embryons dans l'utérus? Il n'en est pas question, parce que on a déjà conscience que grossesse multiple, vous avez tous les pédiatres, tous ceux qui font de la néonatologie, qui nous tombent dessus en disant arrête de faire ta fécondation in vitro, parce que moi j'étais pédiatre primitivement. Tous mes collègues m'ont dit mais arrête de faire de la fécondation in vitro, tu fais des prémas en pagaille. Bon, nous on faisait, à la Pitié-Salpêtrière, on faisait on n'allait jamais au-delà de 3, mais il y en a qui en mettaient plus. Bon. Donc comment essayer de contourner cette difficulté? Eh bien c'est en particulier Jacques Testard qui a mis au point la congélation d'embryons. Et si on congèle des embryons, eh bien, on limite le nombre qu'on va transférer, et puis ceux qui n'ont pas été transférés, on les congèle, et puis s'il y a échec de grossesse, eh bien, on décongèle des embryons, on refait un transfert, et ça donne des chances supplémentaires au couple. Donc, c'est un procédé qui paraît assez satisfaisant, et la première naissance, c'est 1984. Mais des gens très très forts en éthique, mais qui connaissent rien à la reproduction, disent mais attendez, au lieu de congeler des embryons, congeler des ovocytes, ce sera beaucoup plus moral. Parce que qu'est-ce que vous allez faire avec vos embryons qui sont congelés? Et il y a des publications, il y a des journaux qui annoncent ils vont garder les embryons congelés pendant 100 ans. Hein. Et donc il va y avoir donc des gens qui vont naître 100 ans après leur frère ou leur sœur qui a été conçu le même jour. Donc, c'est quand même choquant. Donc, si vous voulez, congeler donc les ovocytes. Alors, la congélation, décongélation de l'ovocyte, il y a eu une naissance qui a été réussie en 86, mais on s'est aperçu que on ne pouvait pas utiliser ce procédé de façon courante. Pourquoi? Parce que l'ovocyte, comme vous le savez, il est instable au point de vue chromosomique, il n'a pas fini sa méiose, puisqu'il pour achever sa méiose, il faut justement qu'il y ait fécondation. Donc, c'était une erreur. Et donc, la congélation d'ovocytes n'a pas été vraiment, elle était théoriquement intéressante, mais en pratique non utilisable. Alors, il y a, dans les années 90, on se rend bien compte que la fécondation in vitro résout bien les femmes qui ont des trompes obstruées avec des hommes qui ont un sperme satisfaisant, mais quand il y a une stérilité masculine, avec beaucoup de guillemets autour de stérilité, hein, donc un sperme de mauvaise qualité, on n'obtient pas de grossesse, même en fécondation in vitro. Alors, il faut aider ce pauvre spermatozoïde. Alors, l'aider, ça veut dire quoi? On a essayé d'éroder la zone pellucide avec des produits chimiques, avec des enzymes, et puis en gratouillant un peu pour que l'aider, il va pouvoir entrer sous la zone
pellucide. Et puis on a imaginé aussi d'injecter carrément les spermatozoïdes sous la zone pellucide, mais quand vous avez une asténospermie importante, ça ne fait pas grand-chose. Et puis un beau jour, parce que ça c'est quelque chose, on ne le saura jamais, mais il semblerait que Palermo, qui travaillait à Bruxelles dans une équipe célèbre d'MP, il a injecté un spermatozoïde directement dans le cytoplasme de l'ovocyte. On a obtenu un embryon, il a eu un seul embryon, et il a dit à la femme qui était là, écoutez madame, j'ai un embryon, voilà comment on l'a obtenu, qu'est-ce qu'on fait? On le met dans l'utérus ou on jette? Et la femme a voulu qu'on fasse le transfert, elle était enceinte, l'enfant était normal, et donc ça a été la grande révolution de l'ICSI. Grande révolution, au point que si vous voulez, il y a eu un congrès au Japon où j'étais, et c'était une révolution auquel si peu de gens croyaient que il y avait plusieurs séances en même temps dans le congrès. L'endroit où il y avait le Belge qui annonçait la micro-injection, il y avait 20 personnes dans la salle, disant oui, bon, c'est un accident de laboratoire, mais ça ne marchera jamais vraiment, etc. Et Elixir a explosé. Aujourd'hui, on fait plus d'ICSI que de fécondation in vitro classique dans les pays comme la France, par exemple. Alors, allons plus loin. Il y a une essence du diagnostic préimplantatoire, du DPI, par Handicide. Quel était l'objectif? L'objectif, c'est qu'il arrive que des enfants naissent avec des anomalies génétiques liées au chromosome. Le fait que ce soit un garçon, ce n'est pas le même destin que si c'était une fille. Donc on va sélectionner les embryons selon le sexe. C'est ça le point de départ. Et puis, finalement, Decide a développé son DPI. On est allé plus loin, on a essayé de chercher à détecter le gène lui-même présent ou absent chez l'embryon. C'était ça le DPI. Et puis, on a essayé d'améliorer aussi les choses, parce que comme il y avait des grossesses qui n'arrivaient pas à terme de façon satisfaisante, il y avait des trisomies 21, au lieu de faire du diagnostic prénatal, eh bien Verlinski a dit mais pourquoi vous ne feriez pas le diagnostic même sur l'ovocyte? Et donc oui, on arrive à analyser le premier globule polaire sans que on mette en péril la fécondation, mais faire une biopsie du premier globule polaire, ça n'indique pas complètement toute l'information sur la nature chromosomique de l'ovocyte. Donc finalement, ça a été très à la mode, mais la biopsie du premier globule polaire, ça n'a pas fonctionné très fort. En revanche, ce qui a persisté, c'est le DPI. Donc le DPI, excusez-moi, le DPI, il y a deux façons de faire du DPI, mais il faut savoir au départ ce qu'on cherche. Est-ce qu'on cherche, c'est un couple, on a repéré une anomalie chromosomique. Et cette anomalie chromosomique, elle a des conséquences importantes morphologiques. Est-ce qu'on va sélectionner donc les embryons qui n'ont pas cette anomalie chromosomique? Donc dans ce cas-là, on va faire du diagnostic cytogénétique. Ou bien est-ce que c'est une maladie génétique proprement dite? Et donc dans ce cas-là, il faut repérer le gène. Encore faut-il être capable de repérer le gène de cette maladie. Donc il faut avoir fait des progrès en matière de génétique. Alors, on est en 1993, donc vous voyez, c'est quand même pas si loin, 93, 2023. Eh bien, il se passe beaucoup de choses en 93. On a découvert la PCR. La PCR, c'est très important parce que on va maintenant très facilement avoir de l'ADN et faire des diagnostics d'ADN. Bon, le DPI, il y a beaucoup de gens qui sont contre parce qu'on a très peur du clonage. Vous savez très bien que quand on sépare des blastomères, le développement précocement, le développement de l'embryon n'est pas altéré. Et puis à l'époque, vous voyez comme on est savant, les humains sont forcément bien plus intelligents que les lions,
les batraciens et même la drosophile. Vous imaginez, les hommes et la drosophile, il n'y a pas de comparaison. Je ne vous parle pas de la pomme de terre et du maïs. Donc, les hommes, ils ont 100 000 gènes. Hein. Voilà ce qu'il faut écrire quand on est étudiant en médecine en 95-96. Et puis, les lois bioéthiques, eh bien, elles vont évoluer beaucoup. On arrive maintenant au XXIe siècle. On est en 2001. Et donc, la procréation médicalement assistée s'ouvre maintenant aux gens, quand dans un couple, il y en a un qui est séropositif, qui a le VIH, ou bien même quand il y en a un qui a eu une hépatite évolutive. Alors finalement, vont naître toute une série de débats que j'ai classés en 6 catégories. Vous allez voir que ça n'a pas changé. Vous pouvez encore classer toutes les problématiques d'aujourd'hui dans ces 6 thèmes. Alors le premier thème, c'est finalement le problème du taux de naissance en PMA. Pourquoi ça ne marche pas toujours, l'AMP? Pourquoi ça ne marche pas toujours? C'est parce que l'ovocyte ne sont pas bons. Et donc, on a comme solution le don d'ovocytes. Parfois, c'est un problème de sperme. On a le don de sperme. Parfois, il y a des anomalies de développement embryonnaire. On sait maintenant les reconnaître pour des raisons qui sont souvent plus génétiques que cytogénétiques. Et puis, on sait aussi qu'on a fait des gros progrès en matière d'implantation de l'œuf, c'est-à-dire qu'on a découvert beaucoup tout ce qui concerne l'immunologie et la relation entre la muqueuse utérine et l'embryon. Et puis, il y a les techniques de congélation qui étaient de mauvaise qualité, qu'il fallait absolument améliorer parce que quand on congelait des embryons, la moitié était non transférable quand on décongelait. Donc, si vous voulez, c'était la grande difficulté quand on avait, par exemple, 6 embryons. Eh bien, il y en a qui paraissaient très bien, avec des blastomères bien réguliers, etc. On se dit, ceux-là, ils sont très bons. Qu'est-ce qu'on fait? On les transfère parce qu'il y a plus de chances de grossesse ou on les congèle parce qu'on sait que quand on les décongèlera, ils resteront bons. Et qu'est-ce qu'on fait des moins bons? Donc, voilà, si vous voulez, des débats qu'il y avait à cette époque-là. Et puis, eh bien, le problème des naissances, c'est pour éviter les grossesses multiples, eh bien là, les pays nordiques ont voulu donner des leçons aux pays latins en disant, dans les pays latins, plus on met d'embryons, plus il y a de chances de grossesse. Ben non, nous, on ne raisonne pas comme ça. On va mettre que 1 ou 2 embryons, et même la plupart des pays nordiques ne transféraient qu'un seul embryon à la fois et congelaient tous les autres, et à chaque fois faisaient un transfert d'un seul embryon. Et puis on s'est aperçu que finalement, c'est eux qui avaient raison, parce qu'ils avaient des taux de réussite en AMP qui étaient plus forts que les autres. Donc si vous voulez, voilà des éléments qui ont compté. Le grand changement, c'était la vitrification de l'embryon, quand on a découvert, si vous voulez, que c'est une autre technique que la congélation. Je vais vous l'expliquer très, très simplement. Quand on faisait une congélation classique, eh bien, la congélation se faisait progressivement. C'est comme si, vous voulez, on veut congeler cette salle, eh bien, on va plonger dans l'azote liquide qui est par là, eh bien, cette partie-là va congeler avant celle-ci. Ben oui, mais ça, quand vous avez un embryon avec nombreux blastomères, ça veut dire que les blastomères qui sont là vont être congelés avant ceux-là. Il va y avoir des perturbations. Or, dans la vitrification, c'est l'ensemble d'un coup qui se trouve en quelque sorte muré, hein, solidifié. Donc la vitrification, on s'aperçoit que c'est d'abord plus simple, et quand on dévitrifie, on s'aperçoit que la qualité de l'embryon, elle est excellente, et on va avoir des taux de succès qui vont être plus importants. Mais la France, elle est complètement en chasse-neige, hein, dans les années 2000, complètement en chasse-neige par rapport à l'éthique. Ce que font les autres, il ne faut pas le faire nous, parce que éthiquement, c'est discutable. On ne sait pas la vitrification ça peut donner. Donc il a fallu attendre 2011 pour qu'en France, on se mette à faire de la vitrification. Et maintenant, on vitrifie aussi les ovocytes avec d'excellents résultats. Donc ça, c'était le premier chapitre. Le deuxième chapitre, c'est tout ce qui tourne autour du DPI. Du DPI, le DPI, il y a des gens qui ont dit c'est de l'eugénisme, c'est scandaleux, on est en train de sélectionner les beaux embryons. Alors, il y a 5 centres qui aujourd'hui sont autorisés en France avec des spécialités un petit peu différentes les uns par rapport aux autres.
Et la première naissance est en 2000. Et ce bébé, vous voyez, François annonce un bébé zéro défaut. Ils n'ont rien compris. Car qu'est-ce qu'on a fait dans un DPI? On a simplement sélectionné l'embryon pour qu'il n'ait pas le déficit en ornithine transférase. Donc vous voyez, on n'avait pas, et ça n'empêchait pas de faire un diagnostic prénatal et de voir toute autre anomalie. Donc ce n'est pas un bébé zéro défaut, c'est un bébé qui n'a pas ce déficit en ornithine transférase. Donc il y a eu beaucoup de débats pour faire comprendre qu'est-ce que c'était que le DPI. Et donc les indications du DPI, évidemment, c'est quelque chose qui a été discuté parce qu'il faut réserver le DPI aux maladies d'une particulière gravité et incurables. Ben oui, mais ça peut être incurable en 2010 et curable en 2020. Donc ça veut dire que une maladie qui est considérée incurable et qui relève du DPI en 2010, peut-être qu'en 2020, elle ne sera plus incurable, etc. Donc si vous voulez, le DPI est amené à avoir des indications évolutives. Mais il y a aussi des extensions. Des gens se sont dit, mais il y a des cancers qui sont par exemple liés à des gènes, on ne le sait pas encore, mais on va le découvrir. Donc finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas supprimer les embryons quand dans la famille des parents, il y a des cancers? Vous imaginez bien que là, on est en train de dévier. De la même façon, le bébé qui a été en quelque sorte sélectionné parce que l'enfant qui était né, qui avait 6-7 ans, eh bien, on ne trouvait personne de compatible pour faire une greffe de moelle. Donc, on a, entre guillemets, créé un embryon et donc un frère-sœur pour pouvoir permettre la greffe de moelle à cet enfant qui était lui âgé de 6-7 ans. Bébé, alors les gens ont appelé ça un bébé médicament, donc vous voyez, particulièrement négatif. Et René Friedman s'est battu en disant non, non, c'est un bébé double espoir. Donc je vous laisse tout ça dans toutes les discussions. Et puis les risques de déviance, eh bien, c'est le choix du sexe. C'est-à-dire que un couple a eu 3 filles, il dit on veut bien avoir un quatrième enfant, mais ce quatrième enfant, on veut que ce soit un garçon. Alors, ben, un garçon, on peut faire du diagnostic préimplantatoire, mais ça, c'est du choix du sexe pour convenance. Et là, on est en train de complètement dévier, et je ne vous parle pas du clonage. Alors, voilà. Troisième thème, les cellules souches et les gamètes artificielles. Des gens, des hommes par exemple, n'ont pas de gamètes. Alors, comment peut-on obtenir une fécondation avec un partenaire qui manque, si j'ose dire? Alors, pourquoi ne pas revenir aux cellules souches? On sait que la moelle osseuse, elle prolifère en permanence. On sait bien que dans les cellules du cordon à la naissance, on peut récupérer des cellules souches. Mais finalement, il y a des embryons qu'on jette parce qu'ils n'ont pas évolué, mais ils ont une masse interne et dans la masse interne, il y a des cellules qui peuvent donner de l'endoderme, de l'ectoderme, etc. Pourquoi on n'utiliserait pas ces cellules? Et puis, eh bien, on va, donc ça, ce sont des cellules pluripotentes. En fait, on n'a pas exactement toutes les cellules, des sources de cellules possibles, mais on peut peut-être faire mieux parce qu'on ne va quand même pas utiliser des embryons pour faire des gamètes. Donc là, ce sont les grandes découvertes de Yamanaka et de Gurdon qui ont montré qu'on pouvait partir d'une cellule adulte, la mettre en culture et en quelque sorte lui faire remonter le temps et la rendre pluripotente. Pourquoi? C'est une induction de la pluripotence. Mais c'est un problème. Qu'est-ce que valent ces cellules? C'est-à-dire si on en fait des gamètes, qu'est-ce qu'elles valent? Est-ce qu'elles vont donner des tumeurs? Est-ce qu'elles vont donner des malformations? Donc, grand débat. Quatrième débat, la gestation pour autrui. Alors, la gestation pour autrui, personnellement, j'ai été directeur de thèse de quelqu'un qui a fait sa thèse sur le syndrome de Rokitansky. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est. C'est donc il y a un certain nombre de filles qui naissent chaque année et qui n'ont ni vagin ni utérus et pratiquement pas de trompe
et qui ont en revanche des ovaires qui fonctionneront normalement. Donc ce sont des femmes à l'âge adulte qui ovuleront, mais qui pourront absolument pas porter un enfant. D'ailleurs, il faut leur faire des interventions réparatrices pour qu'elles arrivent à avoir une sexualité. Les organes génitaux externes sont tout à fait normaux, mais il n'y a pas de vagin complet. Donc, il y a des femmes qui peuvent, à l'âge, à l'adolescence, se retrouver avec un cancer, et puis la chimiothérapie va complètement détruire le potentiel reproductif de l'ovaire. Aujourd'hui, on fait des congélations, de la cryopréservation d'ovaires, on vous fera des cours là-dessus. Mais donc, se poser les questions de savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et donc, eh bien, il y a eu la greffe d'utérus qui a été essayée en Turquie autour de l'année 2000. Et puis, il y a eu enfin un succès en Suède, une équipe suédoise très forte, hein, parce qu'ils sont nombreux à travailler là-dessus, utilisant évidemment l'utérus de la maman pour la greffer sur la fille, mais la maman, quel que soit son âge, hein, c'est-à-dire elle peut être sexagénaire, c'est un utérus convenable. Bon, ça pose de gros problèmes parce que d'abord, ça pose le problème de la tolérance de l'utérus, puisque c'est une greffe d'organes. Et puis, quand il y a une grossesse, il y a encore des autres problèmes immunologiques qui apparaissent parce que l'embryon, c'est un corps étranger dans un utérus qui est étranger. Et donc, il va falloir après, s'il y a naissance, il va falloir rapidement enlever l'utérus parce que l'utérus ne sert plus à rien. Donc, si vous voulez, c'est une procédure assez compliquée. Et il y a eu la première naissance avec greffe d'utérus en France à l'hôpital Foch en 2021. Et donc, si vous voulez, le bilan, et je ne suis pas tout à fait à jour, là je vous parle de ce qui se passait en 2020, mais grosso modo, la tendance, c'est quoi? La tendance, c'est que c'est très difficile de réussir des greffes d'utérus, contrairement à ce qu'on pourrait entendre. Hein. Théoriquement, peut-être c'est très bien, mais en réalité, c'est très difficile. Et puis, quel utérus utiliser? Il y a les donneuses décédées, il y a l'équipe de Limoges, mais à ma connaissance, il n'y a pas encore de naissance. Hein. Donc, il y a utiliser des utérus de femmes décédées ou bien utiliser des donneuses vivantes. Mais quelles donneuses vivantes? Donneuses anonymes? Vous voyez combien c'est délicat, ces problèmes-là. Alors, si on va au 5e thème, eh bien, on est dans les comités d'éthique. La France a été précurseur dans ce domaine, puisque c'est dès le démarrage de la réussite des fécondations in vitro qu'on a commencé en 85 à créer un comité d'éthique. Et quand on parle d'éthique aujourd'hui, on peut dire que c'est l'AMP qui a été à la source des débats éthiques. Alors, les comités d'éthique, il y en a très régulièrement avec des lois qui sont forcément, entre guillemets, un peu à la traîne par rapport à ce que les gens font parfois en pratique. Hein. C'est-à-dire que les précurseurs poussent à la roue et puis il y a, comme vous allez le voir, ce qui se passe. Alors, on a eu très peur du clonage. En 2002, il y a une secte qui annonçait qu'ils avaient cloné des humains. En fait, ce n'était pas vrai, mais je peux vous dire que ça a ému tout le monde, y compris les chefs d'État. Et puis, il y a, par exemple, un exemple de clonage naturel. Ce sont les sœurs Dionne, 5 sœurs, qui sont toutes nées du même œuf. Donc, si vous voulez, le clonage, il existe dans la nature. Mais tout le problème, il n'est pas résolu aujourd'hui. Quel est le statut de l'embryon? Il y a des débats, et là, il y a des interventions morales, religieuses qui interviennent, culturelles. Quels sont les risques pour les enfants quand on utilise l'AMP? Là, heureusement, on a aujourd'hui un recul, c'est-à-dire que dans la fécondation in vitro classique, on ne voit pas de taux de malformation augmenté. Quand on utilise l'ICSI, puisque l'ICSI, c'est parfois contourner le fait que le père a des spermatozoïdes absents ou bien complètement immobiles, par exemple, eh bien, on va, si c'est un garçon qui naît, on risque de donner naissance à un garçon lui-même stérile. Mais on sait résoudre son problème par l'AMP. Et puis, il y a tout le problème de l'anonymat qui vient régulièrement sur scène, mais je pense qu'on vous en parlera avec les problèmes de filiation. Alors, il y a des curiosités dans la loi, par exemple. Par exemple, il y a le fait que l'accueil d'embryons, c'est quelque chose qui est admis, mais
le double don, il reste interdit. C'est-à-dire que l'accueil d'embryon, on est bien d'accord que l'ovocyte et le spermatozoïde ne viennent absolument pas du couple. Et que c'était pas du tout, le couple n'a pas choisi euh, ce, ce qui allait créer cet embryon. En revanche, on ne peut pas utiliser à la fois un sperme de donneur anonyme avec un ovocyte de donneuse anonyme pour faire un embryon. Donc là, il y a quelque chose, il y a une contradiction. De la même façon, il y a quelque chose qui est actuellement, dont on parle presque pas, c'est le problème de ce qu'on appelait les anomalies génitales, hein, c'est-à-dire les DSD en anglais. Aujourd'hui, les gens n'ont plus de malformation parce que c'est pas correct de dire votre enfant a une malformation. On ne dit même pas qu'il a une anomalie, on dit qu'il a une variation anatomique. Vous avez une transplantation, vous avez une, oh, bon, peu importe, une anomalie cardiaque majeure, une transposition cardiaque. Bon, une transposition cardiaque aujourd'hui, c'est pas une malformation, ça devient une variété anatomique. Donc, si vous voulez, les enfants qui naissent avec des anomalies génitales, les Français, il y a encore 4-5 ans, considéraient que ce qui était pertinent, c'est de décider précocement, dans la première année de la vie, si on allait orienter cet enfant plutôt dans le sens masculin, plutôt dans le sens féminin, au point de vue morphologique, pour lui donner les meilleures chances d'être heureux. Et les Américains étaient complètement opposés à cette idée en disant c'est l'enfant qui doit décider et pas les parents. Les enfants, ils doivent décider à l'âge de 12-13 ans. Mais vous demandez à un enfant de 12-13 ans s'il veut devenir garçon et fille, vous savez bien qu'aujourd'hui, le problème du genre, c'est extrêmement à la mode. Et donc, je ne veux pas entrer dans ces débats. Mais vous comprenez bien que ça ne nous aide pas dans ces problématiques. Donc, il n'y a pas de consensus mondial en matière d'éthique et d'AMP. Et ça ne s'est pas arrangé dans toutes les années qui viennent. Il y a même eu en Chine des jumelles qui ont été conçues génétiquement pour être protégées du VIH. Celui qui a fait cela aujourd'hui, il n'a plus le droit de faire d'AMP, mais c'est pour vous dire tout ce qui est envisageable, tout ce que théoriquement on pourrait faire. Donc ça, je passe puisque c'est un résumé de tout. Donc le problème aujourd'hui, c'est que les PMA, elles sont plus entre l'AMP n'est plus entre les mains vraiment des médecins, des biologistes, etc. Elle est devenue entre les mains de la société. La société qui va vous imposer de faire de la fécondation in vitro dans certaines circonstances. Alors bon, la bioéthique, c'est très bien, mais beaucoup de vous diront, on avance, mais doucement. Et puis, vous avez les AMP sociétales, en sachant que c'est très beau pour des politiques ou des gens de dire, on fait donc à faire de l'AMP. Mais l'AMP, c'est pas sans danger, notamment pour la femme, hein, parce que il y a des risques d'hyperstimulation, il y a les risques de grossesse multiple, il y a les risques tératogènes, même s'ils sont faibles. Bon. Donc, vous voyez, l'homosexualité, eh bien, il y a longtemps qu'on en parle, des couples homosexuels qui peuvent avoir des enfants, puisque c'était le grand titre en 99. Vous voyez que 21 ans plus tard, eh bien, l'AMP est ouverte aux femmes célibataires, aux couples homosexuels. Je vous ai déjà parlé de la vitrification, je passe. Vous voyez que actuellement, et c'est pas actuel parce que ça c'est une carte que je vous présente qui doit dater de 1 à 2 ans. Comme vous voyez là, il n'y a pas la même législation selon les pays, même en se limitant à l'Europe. Il y a des endroits où on peut faire de la fécondation in vitro quand c'est un couple de femmes, pour des femmes seules, ou pour la PMA, elle est limitée uniquement aux couples hétérosexuels. Donc vous voyez, d'où le tourisme pour pouvoir faire de l'AMP. Voilà quelle est la source. Et actuellement, il y avait beaucoup de choses qui se passaient en Ukraine et qui ne peuvent pas se passer ou qui se passent encore plus clandestinement qu'auparavant. Alors, l'évolution biologique de l'homme, c'est un grand problème. On a beaucoup parlé d'éthique. Moi, je préférais que vous soyez zététicien,
c'est-à-dire que vous ayez le doute qui s'empare de vous. Et vous voyez que les artistes peuvent aussi être inventifs que les biologistes. Voilà Monsieur Krasno, qui est un sculpteur argentin, qui a fait l'œuf femme. Vous voyez, on est en plein novisme. Écoutez, je vous remercie. Voilà, j'ai publié 2 livres, mais il vaut mieux lire celui de 2012. Alors, si vous voulez voir des images, c'est celui de 96. Si vous voulez voir aucune image et du texte plus pertinent, c'est 2012. Voilà, je vous remercie.